M. M comme motorsport. La lettre M signifie chez BMW radicalisation, optimisation, chasse à la performance, chasse au chrono. Que ce soit en auto, que ce soit en moto, c'est le même dénominateur commun. Quand il y a un M sur une BMW, méfiez-vous, c'est quelque chose qui va fort. Le parfait exemple en est cette machine qui roule en championnat du monde d'endurance. Elle est évidemment encore optimisée pour aller plus loin dans la performance, pour aller plus loin dans le changement de pièces. Mais on n'est pas vraiment ici pour rouler sur cette machine. On est ici pour rouler sur la gamme 1000R, 1000RR et 1000RRM avec le dénominateur commun S. Nous sommes à Zolder et en fait, Dr Grimm s'est mis au guidon de ces machines et il descend à peine de sa moto. Je crois qu'il arrive. Arnaud? Te voilà. Alors, comment ça s'est passé? Tu as roulé sur le roadster, tu as roulé sur la 1000RR et tu viens de rouler sur la M. Tes premières impressions à chaud, c'est quoi? Eh bien, 3 motos construites sur une même base et 3 motos complètement différentes. D'accord. Ça, c'était la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est que à chaque fois que je suis monté sur une des 3, j'ai vraiment eu l'impression de monter sur une autre moto. D'accord. J'imagine entre le Roadster et la version RR, plus de pistes, le fossé doit être énorme. Déjà en termes de chevaux, on est à 165 chevaux sur le Roadster, on est à 207 sur la 1000RR. Tu m'arrêtes si je me trompe. Mais bon, le saut est encore énorme entre la RR et la RRM. C'est ça qui m'a le plus étonné, c'est que je ne m'attendais pas à un gap aussi énorme en passant de la RR à la RRM, qui est réellement beaucoup plus efficace. En fait, au niveau du comportement moteur, le fait que le moteur soit bourré de pièces allégées, de titane, de pistons forgés, ce genre de choses, fait qu'elle prend des tours. En fait, c'est un petit peu comme quand on met une ligne complète sur une moto. En fait, on retrouve une moto beaucoup plus coupleuse, qui allonge. D'accord. Oui, donc en fait, tu me dis le gap est important évidemment entre la RR et la RRM. Alors, c'est accessible? Oui, c'est même plus exploitable, je dirais. D'accord. Et il m'a semblé que j'avais plus facile à exploiter la M que la RR. La RR, elle est vraiment... bon, d'abord, elle a été faite et homologuée pour faire de la route. Donc c'est son objectif premier, alors que la M est vraiment une version coursifiée, c'est vraiment une version qui est une base pour mettre en compétition, mais la base est déjà tellement bonne comme elle est là, on peut la mettre telle qu'elle sur circuit et l'efficacité est au rendez-vous. D'accord. Alors bon, on peut dire que toi tu connais le circuit, on est à Zolder, tu le connais très bien puisque tu as fait de très beaux résultats toi ici. Hein? Effectivement, j'ai même en 2014 on a gagné la No Budget Cup qui était un championnat très sympa à l'époque. Avec une moto qui avait 10 ans et l'année d'après on a fait 2e au championnat Superbike du championnat de la Motorsport School. Oui, donc tu as de bonnes références, tu connais le circuit, tu connais les zones de freinage, tu sais où il faut passer, tu connais les trajectoires et cette moto directement tu étais à l'aise avec. Oui, et c'est un petit peu ce qui caractérise les motos modernes, c'est qu'en fait elles sont de plus en plus puissantes mais elles sont aussi de plus en plus faciles. Oui. Grâce à l'électronique. Oui, absolument. À l'électronique et aussi à la qualité des composants. Ici, sur la M, clairement, on sent qu'il y a d'énormes différences avec les suspensions. On sent qu'il y a d'énormes différences de moteur. Et la moto est vraiment facile à amener. Bon, heureusement que... Enfin, il faut avoir de l'expérience quand même pour la mener à bien, dans le sens où il y a moyen de se faire peur. Je veux dire, forcément, ça va tellement bien. Ouais, bien sûr. Le problème, c'est qu'à un moment, on prend les freins et on se dit, waouh, en fait, j'ai freiné tard et il faut pouvoir sauter sur les freins au bon moment. Donc voilà, c'est une moto très efficace, mais à ne pas mettre en toutes les mains. Ouais.
Alors, bon, ici, évidemment, on est sur la cerise sur le gâteau. Tu me parles 2 minutes de cette machine? Bah écoute, moi, quand je vois une moto comme ça, je bave. Voilà, tout ça. Allez, dis-moi pourquoi. Mais parce que c'est une moto, d'abord il faut savoir que c'est la moto actuellement la plus rapide du championnat du monde d'endurance, puisqu'ils viennent de faire les tests Préman, et cette moto vient de battre le record de vitesse pour les motos d'endurance. D'abord c'est une moto belgo-belge, ça c'est super important, c'est que c'est une moto qui a été engagée directement par BMW, donc c'est une BMW officielle. D'accord. Mais le team manager Werner Dammon est belge, c'est lui qui nous a reçus aujourd'hui. Elle est montée en Belgique, elle est conçue, je veux dire, en ingénierie. On a Steven Kazar aussi qui s'occupe de cette moto. Le dieu des suspensions. Oui, qui a été déjà aussi team manager à l'époque de la première BM quand ils se sont remis en mondial. Alors quand on fait le tour de cette moto, c'est vrai qu'on peut la regarder sous toutes les coutures. Comme on dit, c'est que de la belle pièce. Mais le commun des mortels ne peut pas comprendre qu'en fait chaque pièce est différente de ce qu'on peut trouver sur le marché parce que quasi toutes les pièces ont été créées pour cette machine. Oui. Une machine d'endurance est vraiment composée de pièces très particulières. Faites pour être changée très vite. Faites pour être changée très vite, faites pour être très vite remplacée en cas de chute, oui. Faites pour casser au bon endroit au bon moment. Enfin au bon moment, c'est jamais le bon moment, oui. Mais c'est fait pour casser au bon endroit. Et pouvoir ramener la moto. Voilà, et donc il y a une réflexion assez énorme autour de ce genre de bécane pour vraiment en faire des machines qui peuvent éventuellement chuter, faire 24 heures et quand même gagner. Ouais. Oui, parce qu'on voit, bon allez, on va partir de l'avant, on a cette fourche déjà particulière, on a cette tige sur le côté qui est là pour capturer les datas, ouais. D'accord. On a tout un tas de commandes qui ne sont pas des choses d'origine au guidon, on a le double remplissage du réservoir, tout ce qui est commande reculée, c'est micrométrique en fait, tout est parfaitement ajusté, on a un réglage là. Tu peux m'expliquer un petit peu sur le cadre en fait, quand on vient ici, on voit en fait une petite roue avec des numéros, ça sert à quoi en fait? C'est un réglage asymétrique d'axe de bras oscillant. Alors à lui seul, le bras oscillant est une pièce très particulière qui est souvent usinée, taillée dans la masse. D'accord. Et faite en général en 2-3 exemplaires pour la moto, mais en général impossible d'en trouver ailleurs parce que c'est fait expressément pour la moto. Et donc c'est une sorte d'excentrique, alors ça permet de moduler et la longueur de la moto et la hauteur du cul. Enfin voilà, on remarque ici que tout est réglable. Voilà, il y a des petits trous pour le positionner pour chaque pilote. S'il préfère l'avoir un peu plus sur l'avant, il y a du réglage ici. Enfin, tout est... L'excentrique existe aussi pour la fourche, pour l'angle de chat. Enfin, tout est réglable là-dessus. Ce qui est aussi quelque chose d'important sur une moto d'endurance, c'est qu'il faut se rappeler que 3 pilotes doivent rouler avec la même moto. Oui. Et ces 3 pilotes n'ont pas toujours la même ergonomie. Forcément. Et donc, on doit trouver toujours un compromis. Un compromis, quelque chose. Oui, en voiture, on change le baquet, mais ici, c'est pas possible. Non, ici, il passe des heures à faire des réglages et essayer de trouver le compromis qui va faire que les 3 pilotes seront efficaces sur la moto, sachant qu'en fait, en optimisant vraiment une seule position, un des pilotes pourra aller plus vite, mais c'est flinguer l'équipe. Ouais. On est vraiment, c'est un sport d'équipe, donc il faut trouver les réglages pour les 3. Bon, revenons un peu sur nos 3 vedettes du jour. Donc on a le Roadster, on va démarrer à un prix à 14 500 € dans ces eaux-là. On a la S1000RR à 19 200 € si mes souvenirs sont bons. Ouais. Et la version M à 33 700 €. On est évidemment dans du haut de gamme, mais il faut savoir qu'on est à largement plus de 200 chevaux. On est en dessous des 200 kg. Donc on est dans un rapport poids-puissance que pas grand-chose ne peut... On ne peut pas croiser grand-chose sur la route avec un tel rapport. Non, et selon moi, la différence de prix entre la RR et la RRM est justifiée parce que, pour avoir beaucoup roulé sur des machines de course, en fait, cette moto, quand on voit les composants moteurs, oui. Les composants suspension, parce que même les suspensions sont... Enfin, absolument tout est aussi réglable au niveau de la colonne de direction, au niveau du bras oscillant. La M, c'est vraiment une moto de course homologuée, où il suffit de mettre un nouveau carénage en polyester et vous êtes parti. Et c'est parti. C'est une vraie machine de course de très haut niveau, franchement. Alors juste pour rêver un peu, bon, on a dit le prix des trois machines. Ceci, à ton avis, à la louche? Moi je dirais 200, 250. Ah ouais. Et pour bien faire, il en faut 2 ou 3 dans un team. Oui, effectivement. Donc on voit le niveau. Hein. C'est en permanente évolution parce que voilà, il y a assez de gars là-dessus qui travaillent aussi au niveau de l'électronique et en fait ça bosse tout le temps. Et en fait je pense que, quand moi je dis 200, 250 c'est pour mettre un prix,
Mais je pense qu'à un certain niveau, quand on voit le nombre d'heures cumulées de travail, je pense que ça n'a plus de prix. Oui, je crois aussi. En heures de travail et de développement, voilà, on explose tout et c'est pour ça que ces motos sont extrêmement chères. Mais quelle somme d'expérience, c'est fabuleux. Alors bon, bah écoute, on va aller encore un peu profiter de la piste. Hein? Avec plaisir. On y va, on y retourne. Mais ça pousse et c'est hyper efficace.